Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 27 mars 2022. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis enseignant en géopolitique et avocat presque retraité, si on peut dire. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je ne sollicite aucun mandat, ni quoi que ce soit, ni aucune somme d'argent. Par contre, je vous invite à faire des commentaires et à indiquer clairement que vous aimez ou que vous n'aimez pas ce que vous avez vu. Voilà. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, en fait, la vidéo va porter sur un ouvrage que j'ai écrit et qui a été édité chez Wilson Lafleur en 2021, dis-je, et qui s'intitule L'expérience Tremblay. L'expérience Tremblay, qui, je le souligne, est disponible à un coût très raisonnable d'environ 30$, et la biographie de maître Gérald Tremblay, qui a été maire de Montréal pendant plus d'une décennie, après avoir été ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Industrie et de la Technologie sous le gouvernement de M. Robert Bourassa. Gérald Tremblay est d'abord et avant tout un homme de conviction, mais aussi un homme d'action. Et c'est cet aspect que nous allons examiner aujourd'hui, à savoir le bilan de ses réalisations comme homme d'action, ce qui est à mon avis très important dans le contexte actuel, parce que les réalisations de Maître Gérald Tremblay sont considérables. C'est ce que nous allons constater, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Évidemment, dans le contexte actuel, qui est un peu particulier, c'est un peu dans une perspective comparative, parce que présentement, de l'époque de Gérald Tremblay, renaît un Styx, un nouveau personnage, en fait un personnage qui s'est renouvelé, semble-t-il, et qui s'appelle Jean Charest et qui brigue la direction du Parti conservateur du Canada en vue de devenir le prochain premier ministre. À cet égard, je vous réfère à l'article de Joseph Facal dans le Journal de Montréal et qui fait le bilan dévastateur d'une certaine manière de M. Jean Charest. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus loin dans la vidéo, mais simplement pour vous dire que le bilan de Gérald Tremblay est spectaculaire. C'est vraiment un homme d'action au sens où le philosophe Maurice Blondel, un philosophe de France du siècle dernier, exprimait ce qu'on signifie par l'action, la réalisation, réaliser des projets, construire. C'était vraiment sur cette affirmation de l'action dans le domaine public, mais qui est en même temps le reflet de ses convictions chrétiennes profondes. C'est ce qui fait toute l'originalité du personnage Gérald Tremblay et la raison pour laquelle lui et moi on s'est rencontrés à plus de 40 fois entre 2018 et 2020 pour la confection de l'ouvrage. Je vais vous parler du livre de façon plus concrète. Il s'agit d'un livre qui totalise environ 376 pages et qui comporte plus de 1000 notes de bas de page et de 4 environ 4500 à 5000 références journalistiques ou à des documents officiels, à des documents d'archives que vous pouvez retrouver aux archives de la ville de Montréal, puisque c'est là que Maître Tremblay en a fait le dépôt officiel. Donc, des références journalistiques, des références à des documents officiels, à des documents personnels de Gérald et à des photos. On retrouve aussi bon nombre de photographies dans le livre. Et j'aimerais simplement souligner ceci, c'est que le livre est non seulement une biographie qui n'est pas une biographie complaisante, n'est-ce pas, écrite par un écrivain public à la solde d'un homme politique. Je n'ai rien reçu de Gérald Tremblay pour écrire le livre, soyons clairs,
Et c'est d'abord et avant tout un ouvrage de référence. Si vous voulez connaître l'histoire de Montréal et l'histoire du Québec au cours des dernières décennies, des 3 dernières décennies, il est essentiel d'avoir ce livre. Parce que, en raison des références, les notes de bas de page qui sont considérables, et aussi parce que c'est l'histoire du Québec et c'est l'histoire de Montréal à travers l'expérience de Gérald, mais aussi indépendamment de l'expérience de Gérald. Le nombre de faits là-dedans qu'on a tendance à oublier, qu'on a laissé de côté et qui pourtant ont marqué l'histoire récente de Montréal. Et si vous allez dans les éditeurs en histoire comme Septentrion et d'autres, vous allez trouver peu de références sur l'histoire récente de Montréal. Peu d'ouvrages qui portent sur l'histoire récente de Montréal et du Québec. L'expérience Tremblay, disponible chez Wilson Lafleur, j'en profite pour faire un spot commercial si vous voulez, là, en vous faisant un clin d'œil, mais tout simplement pour vous dire que l'ouvrage est disponible et est une ressource indispensable pour qui veut comprendre l'histoire récente de Montréal, entendons à peu près là, les 2 dernières décennies, à partir du moment où, si vous voulez, Gérald est entré en politique sous le gouvernement de Robert Bourassa dans les années 80 jusqu'à ce qu'il quitte en 2012. Donc, Gérald Tremblay. Voici mon propos. Je vais essayer d'être bref. Il faut dire au départ qu'en 2002, Gérald Tremblay était considéré comme la personnalité la plus influente au Canada. Vous avez les références dans le livre à cet égard. Donc, voilà. À titre de ministre, commençons à titre de ministre, et là la liste est longue. Ce qu'il a fait. Son œuvre à titre de ministre, elle est considérable. Commençons d'abord par établir le contexte des années 80, alors qu'il devient ministre et que le Québec connaît un taux de chômage extrêmement important. Donc, il a à juguler une crise majeure et ce qu'il fait. D'abord, il réussit à placer le Québec à l'international en participant et en prenant l'initiative avec Bernard Lamarre et Guy Saint-Pierre la création de SNC-Lavalin. Ce n'est pas rien. Fier diplômé de Harvard, Gérald entreprend de créer en quelque sorte comme ministre senior une grande multinationale après avoir été, soit dit en passant, président de la SDI, la Société de développement industriel du Québec, pendant une courte période de temps, mais qui lui a donné l'occasion, si vous voulez, de prendre contact avec le milieu d'affaires. Donc, il est bien placé pour créer une grande multinationale québécoise. Et il le fait avec fierté, avec efficacité, avec des partenaires, bien entendu. Tout ça, c'est une œuvre d'équipe. Mais comme ministre de l'Industrie, du commerce, de l'industrie, de la technologie, il y affirme son leadership. Un autre point important, c'est une époque aussi sur le plan social qui comporte une certaine instabilité. Eh bien, Gérald va créer en quelque sorte, favoriser ce qu'on va appeler le contrat social en entreprise, c'est-à-dire des conventions collectives de longue durée. On était habitué au Québec à des conventions collectives relativement courtes. Il réussit à instaurer, à instituer des conventions collectives d'une durée de 5 années, ce qui est considérable et qui assure la stabilité des entreprises, la stabilité du financement et la stabilité sociale dans son ensemble. Un autre point important, Gérald va créer ce qu'on va appeler les grappes industrielles, ce qui va donner lieu à bon nombre de caricatures assez sympathiques, disons-le. La grappe industrielle, en quelque sorte, permet de créer des liens entre des entreprises du même secteur, qu'on pense aux télécommunications, au transport, la haute technologie, etc., le domaine alimentaire, le vêtement.
Donc, des grappes qui font en sorte que les entreprises développent et avouent leur interdépendance et gèrent leur interdépendance, tant sur le plan, si vous voulez, du marketing international dans le but de développer des nouveaux marchés qu'au chapitre du financement et du développement, je vous dirais, plus interne, plus structuré à l'interne. Ensuite, il modifie les heures d'affaires. C'est ce qui fait qu'on peut aujourd'hui aller, en d'autres termes, faire des courses le dimanche. Et évidemment, ça va provoquer passablement de débats à l'Assemblée nationale, mais c'est lui qui a ouvert la porte aux heures d'affaires. Il a initié aussi le concept de qualité totale, c'est-à-dire ce qui va devenir d'une certaine manière la règle ISO 2000, c'est-à-dire cette obligation des entreprises de déterminer par protocole et procédure, si on veut, les différentes opérations qui vont mener à la production d'un produit ou d'un service. Donc, à ce moment-là, ça permet, si vous voulez, de comptabiliser chacune des étapes et finalement de rendre compte, parce que la reddition de compte devient finalement la base de ce qui va servir comment est-ce que je pourrais dire, pour améliorer la rentabilité de l'entreprise et développer de nouveaux marchés et éviter des pertes dans le processus de production, perte de temps, perte de matériel, et ainsi de suite. Donc, le concept de qualité totale. Aussi, il fait de nombreuses interventions ponctuelles pour venir en aide à diverses entreprises. Dans l'ouvrage, ces interventions sont mentionnées, sont précisées. Je n'irai pas, évidemment, vous en faire l'énoncer publiquement, mais je vous invite à lire le livre. Vous allez y trouver toute la documentation nécessaire. Donc, comme ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Technologie, comme ministre senior à l'époque du gouvernement Bourassa, on ne peut pas dire que Gérald Tremblay n'a pas laissé sa marque. Il a effectivement laissé sa marque. Je voudrais revenir toutefois à l'époque où il était président de la SDI, c'est un petit point que j'ai oublié. Il va développer ce qu'on va appeler le prêt participatif, c'est-à-dire que essayer de faire en sorte qu'on aide les entreprises, mais en même temps, on leur donne un support managérial, un support administratif et qu'on peut intervenir dans le but, évidemment, de rendre optimal le rendement de l'entreprise et de faire en sorte que l'État intervienne dans la gestion pour éviter des situations difficiles. Donc, on quitte, si vous voulez, le mode subventionnaire, c'est-à-dire des subventions sans droit de regard, qui étaient en quelque sorte comme des cadeaux qu'on donnait à des entreprises qui pouvaient être proches du parti, par exemple. Et là, c'est vraiment participatif, à savoir que l'État va s'impliquer dans la gestion interne de façon à améliorer la productivité, le rendement, optimiser les profits, mais aussi la qualité des relations de travail. On l'a vu, on vient de le voir, par exemple, avec son contrat social en entreprise. Il y a donc chez Gérald Tremblay une philosophie économique fondée, si vous voulez, sur la solidarité, la participation, le développement du commerce international, et je vous dirais une approche où le financement occupe une place extrêmement importante et qui s'affiche tout au long, si vous voulez, du processus de production d'une entreprise. Si on parle d'une entreprise qui vise des produits, donc une entreprise du secteur secondaire, c'est d'où l'importance des grappes industrielles, n'est-ce pas? Et d'où l'importance aussi de l'apprentissage des techniques, des métiers. On a vu qu'il développera une approche particulière dans le monde de l'éducation pour l'apprentissage des techniques au cégep, par exemple, ou l'apprentissage des métiers, tout simplement, au secondaire. Hein, ce qu'on va appeler les cours, les professionnels longs, professionnels courts. Il va beaucoup mettre l'accent là-dessus tout au long de sa carrière. Donc, on voit qu'il a été
un homme d'action. Et le but de cette vidéo, c'est de démontrer que c'était un homme d'action. Dans une autre vidéo, j'aborderai la question des convictions chrétiennes profondes, son approche pragmatique, mais chrétienne à la fois. Ensuite, son passage à la mairie. Là, on aborde, encore une fois, des réalisations majeures. Et j'avais en cité une douzaine, simplement. Je ne vais pas trop m'éterniser, je voulais faire cette vidéo relativement courte, là. Donc, premièrement, la place des festivals, le quartier des spectacles. Première grande réalisation de Gérald. Deuxième grande réalisation, le Bixi, qui existe toujours, hein, n'est-ce pas? Le Bixi, c'est Gérald Tremblay. Voilà. Troisièmement, le Grand Prix de la F1. C'est Gérald qui a amené ça à Montréal, ce qui fait connaître Montréal à la grandeur de la planète. Donc, troisième réalisation, le Grand Prix. Quatrième, le quartier de la vie, c'est-à-dire cette espèce de symbiose du jardin botanique, du biodôme, l'insectarium et du planétarium pour former une sorte de synergie de la vie. Eh bien, ça, c'est Gérald Tremblay. Cinquièmement, le pavillon des sciences de l'Université de Montréal. Il a contribué, il a participé, il a permis sur le site de la gare d'Outremont. Ensuite, il a, comme sixième réalisation, la Charte des droits et responsabilités du citoyen. Ce qui a institué une approche juridique intéressante où on met l'accent aussi sur les responsabilités. Il n'y a pas que des droits, il y a des responsabilités. Ensuite, septième point, l'agrandissement de Old Brewery Mission, ce qui correspond aussi à peu près à la même époque à 5000 nouveaux logements sociaux et à des améliorations aussi à l'accueil Bonneau. Huitième point important, le championnat de la FINA, la Fédération internationale de natation, en 2005. Neuvième point, il réussit à faire de Montréal, à faire déclarer Montréal ville du savoir. Dixième point, la question évidemment en accord, si vous voulez, en symbiose avec Québec, le métro de Laval. Onzième point, il améliore l'accès aux bibliothèques en modifiant les heures d'ouverture et fait nommer la Bibliothèque centrale de Montréal, Bibliothèque Gaston Miron, c'est pas rien. C'est un de nos grands poètes nationaux avec Gilles Vigneault, Félix Leclerc. Et voilà, et le 12e point, Montréal devient la métropole du Québec. Il fait déclarer Montréal la métropole du Québec, ce qui suppose une certaine interaction avec, évidemment, l'Assemblée nationale qui a accepté, bien sûr, sa démarche et qui l'a confirmé. Donc, tout ceci montre que finalement, les trois mandats de Gérald Tremblay à la Ville de Montréal ont été très fructueux, très efficaces. Il a contribué à créer, à faire en sorte que Montréal devienne vraiment une ville internationale. Maintenant, il y a certains problèmes qui se sont présentés et que je n'ai pas abordés dans le livre, pour la simple et bonne raison que je sais qu'à toutes les étapes dans sa vie comme gestionnaire public, Gérald a pris les actions qui s'imposaient lorsque ces actions s'imposaient. Et souvent, lorsqu'il s'agit par exemple de congédiement, il y a des règlements hors cours qui sont négociés entre avocats et qui sont couverts par le secret professionnel. Eh bien, moi, je peux vous dire que Gérald Tremblay a été un gestionnaire absolument intègre et lorsqu'il avait à prendre action, il a pris action. Mais évidemment, il fallait qu'il en soit informé. Et voilà. Je n'entrerai pas dans ce débat-là.
Je vous dirais simplement que il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, certains problèmes se sont posés à une certaine époque. Je parle ici de problèmes de nature reliés, par exemple, à la question du sous-financement des municipalités. Et que ce soit pour les infrastructures, le transport en commun, etc. Il a réussi à conclure avec Québec des contrats de ville, mais évidemment, c'était à répéter une année après l'autre. Et d'une certaine manière, on pourrait caricaturer en disant que les maires font leur pèlerinage à Québec pour régler la question du sous-financement municipal, surtout lié aux infrastructures. Dans le cas des grandes villes de plus d'1 million, d'autour d'1 million, ça comprend aussi le transport en commun. Donc, comment régler ce sous-financement? Bien, différentes thèses ont été apportées, différentes idées assez audacieuses par Gérald, que ce soit la question des péages dans la région de Montréal, d'une taxe à la consommation, etc. Et aussi la possibilité finalement de faire des municipalités, par exemple, de 1 million ou plus, des entités constitutionnelles distinctes, autrement dit, d'amender la Constitution pour faire des villes des entités constitutionnelles distinctes de façon à assurer un financement stable et permanent des municipalités. Et il faut comprendre que les problèmes qu'a vécu Montréal à l'époque de Gérald sont des problèmes qui existent encore aujourd'hui et qui sont communs, en fait, qui sont un dénominateur commun pour toutes les grandes villes canadiennes. Et ça, c'est très important. Et durant tout le règne de Gérald, il faut dire, la cote de crédit de Montréal a toujours été excellente. Et il a même réussi à avoir des surplus et même à régler le déficit actuariel de Montréal pour certaines catégories de fonctionnaires. Donc, ce sont des éléments que je n'ai pas, que je vous divulgue, là, la question du déficit actuariel qu'il a réglé. Et pour l'avenir, lorsqu'il a quitté, ils avaient en tête des idées absolument originales pour assurer un financement stable et permanent des municipalités. À cet égard, je vais vous faire la lecture rapide, là, comme ça, de quelques paragraphes absolument intéressants du livre pour vous montrer à quel point la situation finalement est sérieuse à travers le Canada lorsqu'on parle de sous-financement. Je fais référence ici au paragraphe 1445 du livre. Et la proposition de réforme à 1453 et jusqu'à 1455. 1445. Tout au long de ses 3 mandats comme maire de Montréal, Gérald est parvenu à obtenir l'appui unanime des regroupements de villes et municipalités sur les thèmes du déséquilibre fiscal, du sous-financement des infrastructures et du transport en commun, mais aussi surtout sur la nécessité de nouvelles sources de revenus de croissance et mettre fin à la dépendance quasi exclusive sur le champ foncier. Il fallait aussi sortir du carcan des appels d'offres qui liaient l'exécutif à la plus basse proposition. 1446. Il ne suffisait pas d'augmenter les responsabilités des municipalités, encore fallait-il en augmenter les revenus proportionnellement. Parler d'une seule voix était un thème cher à Gérald et il y était parvenu. Et là, à 1448, on soulève la question finalement que c'est toutes les villes du Canada, et en particulier ici, et je vais lire une partie du paragraphe. Le sous-financement des grandes villes ne touchait pas seulement le Québec. C'est tout le Canada qui était désormais affecté, compte tenu principalement des infrastructures, de l'eau et du transport en commun. Le maire de Toronto en tête, David Miller, avec les maires de 22 grandes villes, dont Montréal, tenait à rappeler aux 2 ordres de gouvernement, les provinces et le fédéral,
qu'ils avaient délesté des responsabilités aux municipalités, sans les ressources financières qui auraient normalement dû suivre. Des recommandations pour régler le déséquilibre fiscal avaient été formulées dans un rapport communiqué aux personnes concernées. Et ainsi de suite. En fait, une rencontre avec le premier ministre Stephen Harper était dans le collimateur des maires des grandes villes, tel qu'annoncé lors d'une conférence de presse pour faire suite au congrès de la Fédération canadienne des municipalités, qui réunissait 1400 délégués au Palais du Congrès de Montréal le 1er juin 2006. Voilà. Maintenant, Gérald propose aussi une proposition de réforme comme son héritage politique. Et ça, c'est très intéressant. 1453. L'héritage politique de l'ex-maire de Montréal pour 3 mandats consécutifs consistait à poser la problématique du déséquilibre fiscal en défaveur des municipalités et des grandes villes et de proposer une réforme qui apporte une solution permanente au sous-financement chronique des infrastructures et du transport en commun principalement. 1454. Un temps de crise comme la Deuxième Guerre mondiale, un temps de guerre conventionnelle ou comme une pandémie, la COVID-19, commande une solution radicale permanente qui pourrait changer les finances des provinces et du fédéral et assurer un développement économique soutenu, de même que des services et des infrastructures sécuritaires aux communautés. 1455. Fallait-il revenir à un impôt municipal, comme durant la Seconde Guerre mondiale, champ fiscal qui fut aussitôt récupéré par la province à la fin des hostilités? Comment prévenir cette mainmise des provinces sur les grandes villes qui en sont des créatures et dont elles dépendent pour leur financement? Un impôt provincial pour une durée déterminée et la discrétion de la province ou selon son bon vouloir ne réglerait rien. Ne fallait-il pas envisager une solution permanente, pour tout dire, une autonomie constitutionnelle des grandes provinces pour en faire des parties prenantes, des entités constitutionnelles distinctes, au même titre que le fédéral et les provinces, avec en toile de fond un nouveau partage des compétences et des revenus fiscaux existants. Je vais répéter. Ne fallait-il pas envisager une solution permanente, pour tout dire, une autonomie constitutionnelle des grandes provinces pour en faire des parties prenantes, des entités constitutionnelles distinctes, au même titre que le fédéral et les provinces, avec, en toile de fond, un nouveau partage des compétences et des revenus fiscaux existants? 1456, et c'est là-dessus que je vais terminer. En fait, sommes-nous encore aujourd'hui confrontés à un problème directement lié au partage des compétences, tel qu'énoncé dans la loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, un document de l'ère victorienne? Le professeur Gérard Baudet de l'Université de Montréal décrivait en long et en large l'évolution des responsabilités depuis l'époque victorienne à nos jours. Du simple approvisionnement en eau potable, de l'évacuation des eaux usées, de la sécurité publique et des incendies, en passant par les difficiles années de crise 1920-1930, les villes et villages étaient en mode restreint. Les années de guerre et d'après-guerre ne vont rien changer. On assiste à la naissance de l'État-providence qui prend en charge l'éducation, l'immigration, la sécurité sociale et bien d'autres. Ce n'est que plus tard, dans les années 80, qu'on appellera les municipalités en renfort. Culture, loisirs collectifs, environnement, santé publique, infrastructure vont élargir la mission des municipalités. Autrement dit, j'ai terminé, autrement dit, en termes clairs et simples, on a augmenté la charge, on a augmenté les responsabilités des municipalités sans prévoir augmenter de façon proportionnelle leur financement. Et à cet égard, la solution proposée par Gérald et par votre humble serviteur qui l'appuie, eh bien, c'est un amendement constitutionnel qui pourrait donner, par exemple, aux villes de plus d'1 million d'habitants, la possibilité d'avoir un régime fiscal propre en faisant des entités constitutionnelles distinctes. Voilà.
Voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et ce que je voulais mettre en exergue, c'est la contribution importante de Gérald Tremblay, maître Gérald Tremblay, à l'édification de Montréal et du Québec. Gérald Tremblay, essentiellement un homme d'action. Et dans une autre vidéo, je partagerai avec vous le Gérald Tremblay, homme de conviction. Mais sachez que son action reposait sur ses convictions. Ses actions s'appuient sur ses convictions. Parce qu'il a des convictions, il a créé, il a réalisé, et c'est ce qui importe. Et c'est le souvenir que nous devons garder de Gérald Tremblay. Et voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.